Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mardi, ici même dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins, où vous le savez, vous êtes chez vous. Alors probablement parmi vous, il en est un certain nombre qui ont lu un des récents livres de Jacques Attali qui s'intitulait « Tous ruinés dans 10 ans » avec un point d'interrogation. Mais quand même, voilà un livre qui manifestait jusqu'à son paroxysme la mise en garde contre les effets néfastes de l'endettement. La prise de conscience, on le voit aujourd'hui, est réelle. En tout cas, sa gravité est au cœur des débats politiques et économiques, notamment dans notre pays. Mais les solutions, elles, sont encore très largement en discussion. Alors ce soir, nous allons aborder cette question sous l'angle de l'éthique. Peut-on notamment établir, ou certains diront rétablir, une éthique du crédit et de la finance qui ne ruine pas, qui ne pénalise pas en tout cas trop fortement nos économies? Endettement privé, endettement public, quelle éthique? C'est le débat de ce soir avec 4 invités que je remercie par avance d'avoir accepté cette rencontre, à commencer par vous. Patrick Artus. Patrick Artus, vous êtes directeur de la recherche et des études chez Natixis et par ailleurs professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc vous partagez votre temps entre servir la finance et le monde de la banque et puis servir le monde de la pensée et de la recherche et de l'université. À vos côtés, Jean-Paul Bedbez, bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif, chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA. Et professeur à Panthéon aussi. Et aussi Panthéon. Oui, mais je suis du bon côté du Panthéon. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui des vivants. Très bien. François Villeroy de Gallo, vous avez été directeur de cabinet de 2 ministres des Finances, Dominique Strauss-Kahn et Christian Sautter. Vous avez ensuite été directeur général des impôts avant de rejoindre le monde de la banque également, puisque vous êtes aujourd'hui directeur général délégué de BNP Paribas. Et enfin, à vos côtés, Michel Gabrisiac. Michel Gabrisiac, vous avez longtemps été journaliste, un journaliste économique et financier, et puis vous avez créé la Fondation Finance, dont j'ai retenu, mais on en saura sans doute plus tout à l'heure, qui contribue à la réforme du système financier international. Autrement dit, vous avez sans doute beaucoup à faire. Alors, je vous propose, vous essayez sans doute. Alors, je vous propose peut-être pour commencer que nous plantions le débat. Et en préparant ce sujet, moi, il y a vraiment une question qui, au fond, me taraude. Je me dis, mais comment se fait-il que cette question de l'endettement des particuliers, pour un certain nombre d'entre eux, et surtout des États aujourd'hui, est devenue le sujet économique numéro 1? Comment a-t-on vu venir ce phénomène? Est-ce que c'est l'endettement privé qui a généré l'endettement public? Enfin voilà. Qui veut, peut-être vous, Patrick Artus, commencer à nous dire un peu d'où vient ce phénomène qui devient l'obsession dans nos économies? Oui, je crois qu'il faut essayer d'avoir une vue de la causalité entre les différents phénomènes si on veut déchiffrer la réalité. Il me semble que tout en amont, il n'y a pas la finance. Tout en amont, il y a un problème de croissance dans les pays. On a des situations depuis, je dirais, le début des années 90 où les pays ont des problèmes de croissance, soit internes, parce qu'il n'y a pas assez de progrès techniques, d'innovation, soit externes à cause de la concurrence des pays émergents. Et le crédit apparaît en fait aux États-Unis, en Europe, enfin dans beaucoup de régions, comme une façon de fabriquer de la croissance, alors que celle-ci disparaît ou devient trop faible par rapport aux désirs des populations ou des gouvernements. Donc on est dans une dimension de virtualité, vous voulez dire aussi? Non, ce que je veux dire, c'est que le crédit ne vient... Enfin, c'est jamais quelque chose qui apparaît tout seul. Il y a une raison au crédit, et il me semble que la raison à la hausse de l'endettement à partir des années 1990, c'est la fabrication d'une croissance artificielle qui remplace la vraie, entre guillemets, croissance qui viendrait de l'innovation, du progrès technique. Et ça. Donc on met du crédit parce que sans le crédit, on aurait des croissances trop faibles. Donc on fait cette espèce de dopage de la croissance par cette stimulation de la capacité des individus à acheter des maisons, à consommer par le crédit, en se disant que si on ne le fait pas, avec tout ce qui vient attaquer la croissance, et en particulier les émergents, les croissances vont être trop faibles. Donc croissance artificielle. Alors, et croissance artificielle, alors, sauf dans les pays qui ont expérimenté la crise du crédit avant, qui sont comme 2 grands pays, le Japon et l'Allemagne, qui ne font pas ça.
parce que eux ont leur crise du crédit à la fin des années 80, hein, et donc finalement, après, ne replongent pas dans le même travers. Et puis, lorsque l'endettement du secteur privé devient évidemment trop élevé, et là, on est en 2007-2008, et les choses sont déclenchées par la crise de l'immobilier aux États-Unis, on met l'endettement public comme substitut à l'endettement privé, toujours pour essayer de pousser la croissance, et donc on remplace la dette privée par la dette publique. Mais je crois que c'est ça la causalité, c'est un vrai problème de l'économie réelle au début. Donc au début, c'est pas la finance. Et puis la dette privée, puis enfin, et très brutalement. Hein, il faut se rappeler que les dettes publiques, c'est un phénomène des 4 ou 5 dernières années. C'est quelque chose d'extrêmement récent et brutal. Jean-Paul Bedbez, alors, vous l'avez dit, les subprimes, vous n'avez pas prononcé le nom, mais on l'avait compris, les subprimes deviennent le déclencheur de la crise financière internationale. Comment une réalité du crédit immobilier aux États-Unis peut déstabiliser à ce point un système financier et du coup les économies dans le monde entier? Écoutez, pour reprendre ce que disait Patrick et pour vous répondre, il y a ce que je veux et ce que je peux. Et en général, je veux plus que ce que je peux. D'accord ? C'est pour ça que je m'endette. Si je m'endette et que j'ai la capacité de rembourser, c'est-à-dire que je fais de bons calculs, que j'ai ma morale et que je suis surveillé pour répondre au sujet, autrement dit, que je suis dans une éthique de la co-responsabilité, à ce moment-là, ça marche. À un moment donné, on a donc des personnes qui s'endettent pour acheter des maisons, des personnes qui s'endettent pour investir, pour soutenir des entreprises, et ça, c'est du bon crédit qui soutient la croissance. Simplement, à un moment donné, il y a toujours des dérèglements et je veux plus que je peux. Je veux plus que je peux, donc il y a une faute de ma part et il y a une faute du système de régulation. Et à ce moment-là, les difficultés arrivent. Et à ce moment-là, on a une crise du crédit privé qui fabrique une crise du crédit public. Donc si je veux, je peux. J'en fais trop. C'est du crédit privé qui tourne mal et qui devient du système public. Mais c'est le système qui veut que j'en fais trop, parce qu'on en veut toujours plus. Non, vous êtes responsable de vous-même, monsieur. Et vous, en tant que banquier, vous pensez non, que... Non, vous êtes responsable de vous-même et je suis responsable de vous. Ouais. L'éthique est une éthique de la co-responsabilité, jamais une éthique de la responsabilité. Donc vous vous endettez, je vais vous surveiller, je vais regarder la façon dont vous avez toute légitimité à le faire et je vais surveiller la façon dont vous fonctionnez. Donc c'est trust and verify. C'est toujours ça, cette histoire de l'éthique. Vous ne me surveillez pas et je fais n'importe quoi. Absolument. Alors par rapport au subprime, c'était écrit dessus. Sub, c'est du latin, au-dessous. Prime, ça veut dire normal. Et donc vous arrivez en disant, je suis pas normal. D'accord. Donc c'est écrit dessus. Et vous dites, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, j'ai pas de revenus. Bon, j'ai pas d'emploi comme ça. J'ai une vie amoureuse tumultueuse. Bon, j'ai eu une vie avec la justice qui a été complexe. J'ai donc pas d'argent. J'ai donc pas de maison. Et là, quelqu'un va lui dire, mais j'en ai une pour vous. Vous voyez bien que tout le monde savait des deux côtés qu'il y avait un problème. Et puis ensuite, et c'est là que la beauté arrive, au bout de ce crédit qui était fait, dans une éthique de l'irresponsabilité, vous avez ce crédit ne reste plus dans la banque, il est retravaillé, restructuré, refait, et en disant, vous là-bas au fond, est-ce que vous voulez quelque chose qui est bien entendu sans risque, mais qui rapporte bien entendu 6%. Ouais. Et les gens là-bas au fond disent, mais j'adore ça, hein, j'adore un produit sans risque qui rapporte 3 fois plus qu'un produit qui n'en a pas. Et donc l'éthique de l'irresponsabilité est également là-bas. Donc on est dans un mécanisme très interdépendant dans lequel nous sommes assez co-responsables. François Villeroy de Galhau, pas plus tard qu'hier soir, dans un grand quotidien du soir, dans les pages économiques, il était question de produits appelés CDS, que vous connaissez sans doute bien, moi pas, et qui évoquent une spéculation sur les dettes des États et sur la ruine éventuelle de ces États. Comment le système bancaire peut-il être encore positionné sur des produits de ce type, dans ce qui semble être caractérisé par une grande opacité, alors même que nous savons, par une histoire récente que nous venons d'évoquer, que les dangers sont considérables et que la déstabilisation du système général est une probabilité que certains évoquent avec sérieux. Un petit mot sur les CDS, et puis après je reviendrai sur le crédit plus largement. Le CDS, c'est à peu près comme n'importe quel instrument financier. À la base, il y a une idée utile. C'est une police d'assurance
quand vous possédez un crédit, que vous êtes une banque ou une compagnie d'assurance, vous vous protégez contre le risque de défaut de votre emprunteur. C'est ça, à la base, un CDS. Après, il y a une perversion des CDS qui est que ça peut servir effectivement d'instrument spéculatif. Mais pour élargir peut-être cette considération-là, ce que je viens de dire des CDS vaut du crédit en général, qui est notre thème ce soir. C'est une réalité économique et humaine. Et comme n'importe quelle réalité économique et humaine, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il y a un bien en soi, et puis il y a un excès qui produit la maladie. Et je crois que c'est ça notre thème de ce soir. C'est que je vais faire 1 minute d'éloge du crédit. Le crédit, c'est utile. Pensez d'ailleurs aux divers termes auxquels il est associé. Quand on pense endettement, on passe à la phase négative, et on va en parler. Mais quand vous prenez le mot prêt, qui est exactement l'avers et le revers de la même pièce de monnaie, un prêt, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce que ça permet de financer des projets, et notamment des projets d'investissement, et puis ça permet d'accélérer le temps dans nos vies. Si on veut acheter un appartement, s'il n'y a pas de prêt, vous allez attendre 30 ans pour acheter votre appartement, le temps d'avoir épargné. Si vous avez le prêt, vous l'achetez 30 ans plus tôt. Et je crois qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de croissance durable, forte dans les économies, sans crédit et sans innovation. C'est les 2 ingrédients de la croissance. Alors, l'un ne peut pas remplacer l'autre. Patrick Artus disait tout à l'heure, un moment, face à un ralentissement de la croissance, on a voulu se doper au crédit. Là, on arrive sur les aspects d'excès et de maladie. Il y a eu des excès de crédit en quantité, il y a eu des excès de mauvais crédit, surtout, sur le plan financier, sur le plan éthique. Je rejoins ce que disait Jean-Paul Bedbez. Mais à la base, le crédit, c'est un instrument économique, c'est un merveilleux instrument indispensable à la croissance. Et quand vous regardez dans l'histoire économique longue, la croissance a décollé en Europe quand il y a eu la finance d'un côté, la bonne finance, ça n'absout pas tout ce qu'a fait la finance, et l'innovation technique. Alors vous venez de dire qu'il y a eu des excès. Alors est-ce que ça veut dire que les choses sont en voie de résorption? Est-ce que ça veut dire qu'on devient raisonnable dans ce domaine de la régulation du crédit? Non, je pense qu'il y en aura toujours et qu'il faut veiller à la fois à la régulation et au comportement individuel. Il y a des bons et des mauvais crédits, il y a aussi des bons et des mauvais banquiers. Mais je pense qu'on en reparlera. Michel Gabrillac, alors quel est votre regard? Des bons banquiers, voyons. Allez, allez. Quel est votre regard sur cette situation Je voudrais vous raconter une petite histoire. En 2006, j'habitais Londres et vient me voir un broker envoyé par un ami. Ce broker me dit, vous habitez à tel endroit, vous êtes en location, vous devriez acheter. Et nous allons voir une maison au cœur de Londres qui devait coûter 600 ou 700 000 livres à l'époque. Et je dis à ce brave homme qu'il n'est pas question que je sorte cet argent. Il me répond, mais ça n'a aucune importance. Vous me donnez 100 000 livres et le reste, vous ne payez que le taux d'intérêt qui devait être à l'époque de 2-3%. Je l'ai regardé, je dis, il n'en est pas question. Il m'a poursuivi pendant 3 ou 4 mois. La plupart des gens autour de moi cédaient à ce type de sirène. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bedbez et M. Villeroy de Galhau ont raison, il faut réguler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prêt, ça va très loin, le prêt immobilier doit être régulé de façon telle que ce soit interdit. Ça veut dire qu'il faut mettre 30 ou 35 ou 40%, ça veut dire qu'il faut avoir les revenus pour. C'est toute la mécanique normale du crédit immobilier français, grâce auquel nous avons en gros échappé au subprime. Mais les Anglais ne l'ont pas fait parce qu'il n'y a aucune régulation. Donc, entre 2 agents, l'un qui veut vous refiler un bien pour gagner de l'argent dessus, ce qui est parfaitement honorable, l'autre qui se dit, je vais acheter, et bon, je vais payer l'intérêt, ça ne va pas me coûter très cher, il y a un accord que l'État, la communauté, souscrit. Alors, il souscrit et dit, oui, d'accord, c'est très bien, allez-y. Le résultat, on le connaît. Donc, il faut, dans ce cas, réguler le crédit. Mais par contre, je reviens à ce que disait M. Artus sur dette privée et dette publique. La dette publique aujourd'hui, d'après les chiffres que l'on lit, et sont-ils vrais ou pas, avoisine 40 trillions de dollars. Moi, je voudrais qu'on me dise si les uns et les autres croient qu'elle est remboursable. Moi, je dis non. Elle ne peut pas être remboursée. Comme disent les Belges, nous ne savons pas la rembourser. Et pour provoquer encore un peu plus,
Je vais revenir de 5000 ans en arrière. On a retrouvé des tablettes cunéiformes de l'an 2390 avant Jésus-Christ, de la ville-royaume de Lagash, sud-ouest de Sumer, dit la tablette. Je vous laisse deviner où c'est. Le roi, en 2390, dit il y a trop de dettes. Les agriculteurs, les artisans, les colporteurs. Moi, roi, n'est-ce pas, j'ai trop de dettes, je ne peux pas payer. Qu'est-ce que je fais? J'annule. Il n'y a plus de dettes, du jour au lendemain. Alors, il y a des gens qui ont protesté apparemment. Pas grave, ça, vous n'avez pas aimé sur le plan éthique. On les a jetés dans la fosse Lion et on n'a plus parlé. Insolvabilité. Alors, je vous propose, à ce stade, de prendre un cas très concret, qui est un véritable fléau social, c'est le surendettement des ménages. Voilà un sujet sur lequel il me semble que nous avons progressé dans notre pays avec la loi Lagarde, et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez quel bilan vous faites de ce travail qui a consisté à associer les banquiers, les associations de consommateurs, j'en passe, et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, sur ce sujet-là, progressé en France? François Villeroy de Galhau. Je crois que oui, et néanmoins, on doit rester vigilant. Alors, il se trouve, je vais le dire, que quand j'ai rejoint le groupe BNP Paribas, j'ai présidé une filiale assez connue qui fait du crédit à la consommation et qui s'appelle 7LM. Donc, j'étais en première ligne de cette question. Il faut d'abord rendre une justice à celles et ceux qui ont précédé Madame Lagarde. Il y a eu Madame Neyerts, notamment, qui a été la première loi de prévention du surendettement il y a plus de 20 ans, et d'autres lois entre-temps. Le crédit à la consommation et le surendettement est une excellente illustration du débat que nous avons depuis quelques minutes. En soi, le crédit à la consommation, c'est plutôt une bonne chose, de permettre, par exemple, d'acheter des voitures ou d'équiper sa maison plus rapidement, parce que si vous devez attendre 10 ans pour acheter une voiture, eh ben vous manquez beaucoup de vos projets et de votre développement personnel. Mais il y a des cas où la co-responsabilité dont Jean-Paul Bedbès parlait tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, elle ne joue pas, parce que le banquier cherche à pousser son crédit abusivement, et puis il faut être honnête, l'emprunteur, lui, il ne regarde pas forcément de très près sa capacité de remboursement futur. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à trouver le point d'équilibre entre le développement du crédit, que nous avions appelé crédit responsable quand j'étais à 7LM, et la prévention du surendettement. Et je suis convaincu qu'on peut faire les deux à la fois. Ça suppose un vrai savoir-faire professionnel, par exemple, d'apprécier le plus finement possible la capacité de remboursement de la personne que vous avez en face de vous. Mais il faut éviter deux excès. Et vous voyez qu'on est sur une ligne de partage qui, à la fois sur le plan technique et sur le plan éthique, est assez fine. Le premier excès, ça serait de dire « je fais n'importe quoi », et l'exemple de Michel Gabriziac tout à l'heure à Londres était l'illustration. Je prête à tout le monde, advienne que pourra, et s'il y a des gens qui finissent en surendettement, ce n'est pas mon problème. L'excès inverse, ça serait de dire « j'ai tellement peur que ça se termine en surendettement que je ferme le robinet du crédit ». Ça serait une catastrophe, et pour les projets des gens, et pour la croissance économique. Et je pense que tracer cette ligne de frontière, c'est le métier d'un professionnel responsable. Alors Patrick Artus, sur ce sujet. Oui, sur ce sujet, je crois, d'abord, je voudrais dire une chose. Il y a des travaux de recherche universitaire extrêmement précis sur le lien entre la croissance et le développement financier. Et tous ces travaux aboutissent à la même conclusion, c'est que c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire que lorsque le développement financier d'un pays, bon, par exemple sa capacité à prêter ou la taille de ses marchés financiers augmente, initialement, il y a plus de croissance. Des pays émergents, par exemple, qui ont des marchés financiers très très peu développés, qui ont des banques qui ne savent pas financer les entreprises privées, ont peu de croissance. Et puis on arrive à un pic, et au-delà d'une certaine taille de développement financier, la croissance diminue. Hein, il y a trop, la finance devient trop grosse par rapport à l'économie. Donc je crois que ça revient. Après, je vais parler de votre question sur le cas du crédit aux ménages, mais je crois que c'est ça la chose raisonnable, c'est de dire on a un financement de l'économie qui est d'abord favorable, puis qui devient défavorable parce qu'on fabrique des risques de crise de liquidité, des risques de défaut. Est-ce que vous avez réussi à fixer le pic ?
Oui, alors le pic, je peux exactement vous le donner. Je peux exactement vous le donner. Le pic, par exemple, sur le taux d'endettement de l'État, il est autour de 80-90% du PIB. Lorsqu'on monte, nous, on est là, les Grecs sont à 180. Donc, 80%, il ne faut pas dépasser ce seuil. C'est déjà fait. Et sur la dette, on l'a déjà dépassé. Et sur la dette des ménages, c'est de l'ordre de 70 à 80% du revenu. C'est à peu près où sont les Français aussi. Les Anglais sont à 140, par exemple. 90% du revenu. Pour l'ensemble des ménages, l'endettement des ménages représente 80% du revenu annuel des ménages. Ah oui. C'est à peu près là qu'est le pic. Alors, sur votre question sur le crédit, je suis tout à fait d'accord. Il me semble que c'est très important à ce que vient dire François Villeroy de Galhau. En France, nous avons... D'abord, il y a 2 systèmes de crédit. Heureusement, nous sommes en France dans un système de crédit où on prête aux ménages en fonction de leurs revenus futurs. Ce qui est un système extrêmement sécurisé par rapport au système anglo-saxon ou espagnol, où on a prêté aux ménages en fonction de la valeur des biens qu'ils achetaient. Parce que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, la valeur d'un prix d'actif, la valeur d'une maison, ça n'existe pas. Ça n'est pas une sécurité. Vous êtes propriétaire d'une maison... Si vous la vendez, elle vaut le prix qu'elle vaut. Mais si tout le monde doit vendre sa maison, les maisons ne valent plus rien. Donc en réalité, les prix des actifs ne sont pas une sécurité qu'on peut mettre en face du crédit. C'est une sécurité au niveau individuel, mais ce n'est pas une sécurité au niveau collectif. Donc les systèmes de crédit basés sur la valeur des actifs sont extraordinairement dangereux. Le système français n'a jamais fonctionné comme ça. Et puis deuxième point, il faut se rendre compte, et là je pense que c'est ce que dit François très important, nous avons une énorme exclusion du crédit en France. Et cette exclusion du crédit, elle est basée, et je crois que c'est un problème d'éthique aussi, elle est basée sur le contrat de travail. Ça veut dire quoi, exclusion du crédit? Ça veut dire que si vous êtes intérimaire ou si vous avez un contrat de travail à durée déterminée, on ne vous prête pas. Il n'y a que 12% des intérimaires et des titulaires de contrat à durée déterminée, de CDD, qui ont un crédit immobilier. Il y a plus de 50% des titulaires de CDI ou de contrat du secteur public qui ont des crédits immobiliers. Sauf le crédit à la consommation, peut-être? Non, mais je parle du crédit immobilier qui est quand même 90% du crédit. Et d'ailleurs, ce que François sait, c'est que le surendettement, c'est le crédit à la consommation, c'est pas le crédit immobilier. Le crédit immobilier, mais là, on est sans doute de l'autre côté. Il faut savoir que 80% des nouveaux contrats de travail en France, c'est de l'intérim ou des CDD. Donc on est en train de fabriquer un système où nous excluons de l'accès à la propriété pratiquement tous les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, vous voyez, il ne faut pas partir de l'idée que le crédit, c'est une mauvaise chose. C'est une espèce de dosage compliqué, quoi. Et je pense que sur le crédit immobilier, en France, on est plutôt dans le camp des pays qui n'en font pas assez. Et on n'est pas dans le camp des pays qui en font trop. Jean-Paul Bedbez. Oui, un petit peu de latin, hein? Ah, si vous voulez. Oui. Sub primus. Non, sub, c'est déjà fait. Crédit, c'est credere, ça veut dire je vous crois. Ah oui. D'accord? Donc, je vous crois. Mais quand vous me demandez un crédit, vous savez que je vous crois. C'est toujours pareil. C'est-à-dire, ne croyez jamais que les mécanismes sont toujours l'éthique de la responsabilité. On est toujours dans un mécanisme dual. Toujours. Deuxième idée, sur les problèmes de crédit à la consommation et d'excès de crédit à la consommation. Ne soyons pas des pharisiens. Hein? C'est-à-dire que les gens savent qu'ils ont 5, 6, 7, 8, 10, 12 crédits. On sait très bien que les gens qui sont dans une situation de fragilité sont des gens multi-endettés, surendettés, multi-endettés, et qui n'ont pas dit aux banquiers tous les crédits qu'ils avaient. Donc on est effectivement dans un mécanisme où... Et c'est ça que le fichier positif est alors, censé... Vous permettez 2 secondes? Je vais trop vite. Oui, parce que ça, c'est un mécanisme qui est toujours gravissime. C'est-à-dire, si vous croyez que la règle remplace la morale, vous faites une erreur de fond. Si vous croyez que la régulation remplacera l'éthique des gens... C'est important ce que vous dites là. C'est très important. Vous êtes très gentil. Non, mais c'est vrai. Il me semble que c'est un tournant C'est-à-dire, dans notre s'imaginer... débat. Il ne suffit pas d'avoir des lois, il faut que l'être... Voilà. Il ne faut pas avoir de loi si vous n'avez pas de morale. Ah oui. D'accord? Mais si vous avez de la morale et que vous avez de la loi, ça bien. Mais la loi n'est pas un substitut de la morale. Mais ça, c'est vrai dans la société en général ou c'est spécifique au monde de la finance? C'est vrai de la société en général, parce que si vous avez des lois sans morale, vous allez toujours trouver une façon de subvertir la loi, par construction. Donc voilà, la loi n'est pas un substitut de la morale, d'accord? Par construction. Et je vous renvoie à toute la doctrine religieuse de ce point de vue-là, mais plus généralement. C'est pas parce que je vous dis, monsieur, c'est interdit de faire du 80 à l'heure,
si vous n'avez pas l'idée vous-même d'avoir un contrôle de vous, ce n'est pas le mécanisme qui suffira. Et donc, on a des systèmes, juste un petit peu ce problème-là, après je parlerai du fichier positif. Parce que les gens se savent surendetter. Ils sont dans une situation fragile. Mais très souvent, quand vous regardez des gens qui sont surendettés, vous retrouvez des fonctionnaires. Vous ne retrouvez pas des gens d'extrême misère. Les médecins, non, des médecins. Donc faisons bien attention à ça. Ensuite, pour aller dans un thème plus vrai, plus important, sur le problème de l'usure. On dit, l'usure va des rétros abominables. Ah d'accord. Vous voulez pas faire de microcrédit alors? Si vous voulez aider les gens à se sortir d'affaires et à acheter des casseroles pour devenir petits boutiquiers, etc., repasseurs, et avoir des petits métiers étant des métiers. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui prêter à cette personne, et puis je vais vous dire, la semaine prochaine, je vais vous demander, je vais vous faire des crédits qui font 100 €, etc. Je vais vous demander. Mais vous voyez bien que si je viens vous voir chaque semaine, le coût de ce crédit est considérable. Et si vous me dites, monsieur, vous dépassez les règles de l'usure, bien sûr que je dépasse les règles de l'usure. Parce que les règles de l'usure ont été organisées par les banques, etc., etc. Et c'est encore une logique pharisienne. Et si vous voulez aider des gens, vraiment, il faut leur faire des taux qui apparaîtraient à 22%. Mais à 22%, vous aidez des gens parce que leur taux de profit est à 50%. Parce que si vous êtes coiffeur dans des pays de cette nature qui vont se développer, vous avez des taux de rentabilité considérables. Vous avez des taux de rentabilité considérables parce que vous avez un capital qui est extrêmement faible. Et donc, à partir de ce capital qui est extrêmement faible, vous allez vous sortir d'affaires et rembourser. Et donc, faisons bien attention à ça. Le crédit est là pour aider. Donc, ne tuons pas le crédit. Le crédit a des vertus, mais vous le défendez très très bien. François Villeroy de Gallo a demandé la parole. Je voulais revenir sur ce que Jean-Paul Bedbès disait sur la morale et la régulation, parce que je crois que c'est extrêmement important. Alors d'abord, je crois, comme nous tous, imagine à cette table, à la morale, à l'éthique. J'essaye de la pratiquer avec toutes mes limites comme banquier chrétien, si vous acceptez le rapprochement de ces deux termes. Mais bien sûr. Mais, et je pense qu'on sera d'accord aussi là-dessus, Jean-Paul, mais c'est important de le dire, il y a eu tout un temps où la profession financière, notamment aux États-Unis, a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de régulation et que l'éthique professionnelle ou la déontologie ou l'autorégulation allait suffire. Si vous lisez d'ailleurs Benoît XVI et son encyclique de 2009, La Caritas in Veritate, vous le trouvez très prudent sur ce qu'on appelle la business ethics. Et donc, je crois que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il faudra toujours de la régulation. Oui. Et que l'appel à la morale, qu'après on pratique plus ou moins bien et avec les limites de chacun, ne doit pas, ça a été une perversion d'avant la crise financière, en particulier aux États-Unis, ne doit pas servir de prétexte à dire nous n'avons plus besoin de règles, nous nous débrouillons nous-mêmes avec notre déontologie. Donc, il faut faire très attention au balancier là-dessus. Il y a un risque aujourd'hui que le balancier aille complètement dans l'autre sens, où on dit on va multiplier les règles, on va mettre tout le crédit dans des cases prévues à l'avance et des boîtes, et c'est comme ça qu'on réglera le problème du mauvais crédit et des excès de la crise financière. Non, je crois que la solution demain, c'est règles plus éthiques ou morales individuelles. Et puis alors, le rappel d'une règle de bon sens que Jean-Paul a donné tout à l'heure pour ceux qui sont au fond, mais que je redis pour toute la salle. Si un jour un banquier, qui j'espère ne viendra pas de BNP Paribas, vous propose un produit, ni d'aucune banque sérieuse. Non, mais je dis ça parce que ça c'est, si on s'était rappelé cette règle, il n'y aurait pas eu de crise financière. Si un banquier un jour vous dit, j'ai un produit pour vous qui a un rendement élevé, 6% ou plus, et qui n'a pas de risque, fuyez. C'est du Madoff. Fuyez. C'est du Madoff, c'est toute autre variance. Mais la loi la plus établie de la finance, au moins depuis les Sumériens, c'est qu'il y a arbitrage entre le risque et le rendement. Si on vous propose un rendement élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Et un produit sûr à rendement élevé, ça n'existe pas. Patrick Artus, et ensuite Michel Cabrizet. Moi, je vais jouer le rôle de l'académique dans cette table ronde. Il y a aussi énormément de recherches académiques sur cette question du risque. La vraie difficulté,
c'est une espèce à nouveau de dialectique entre l'innovation financière et le risque. Les innovations financières ont des effets extrêmement positifs sur l'économie. François le disait tout à l'heure, la possibilité de couvrir les risques, c'est un immense progrès. Hein. Le problème de l'innovation financière, c'est sa courbe d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement bien documenté sur toutes les innovations financières depuis extrêmement longtemps. Au début, les innovations financières font apparaître des profils de risque des produits financiers dont les individus n'ont pas l'habitude, donc qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, être capable, et donc il n'y a pas seulement une question d'éthique en disant je suis transparent sur le risque de mon produit. Il n'y a qu'au début, les nouveaux produits sont trop compliqués pour leurs utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à régler. Et donc, la difficulté, c'est pas seulement l'éthique et la transparence, c'est une espèce de... Il faudrait prendre du temps. Il faudrait prendre du temps pour que les utilisateurs savent se servir de ces nouveaux produits. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'intelligence dans les univers que vous représentez. Vous en êtes d'ailleurs les dignes représentants parmi nous. Intelligence, créativité et du coup complexité. Et on a le sentiment que très vite, plus personne ne maîtrise quoi que ce soit. Quand on pense aujourd'hui à tous ces produits toxiques... Non, mais c'est quand même... Je finis ma phrase, après c'est les autres débats, mais il faut voir à quoi ça sert, la finance. On a comme un problème de fond dans la finance, c'est que la finance, ça sert à quelque chose de parfaitement simple, c'est que l'épargne n'est pas au bon endroit et n'a pas la bonne forme. Hein. Donc vous voulez financer des investissements de long terme à partir d'une épargne qui est essentiellement à court terme et qui n'est pas en plus au même endroit que les investissements. Et donc, vous fabriquez forcément quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça ne peut pas être simple. Ça a toujours été compliqué, la finance ? C'est forcément compliqué, la finance. Hein, et ça a toujours été compliqué. En Mésopotamie, alors évidemment, ils avaient réglé le truc. En fait, c'est chaque fois qu'il y avait un nouveau roi qui était... un mode de calcul. Oui. Mais ils ne faisaient pas la titrisation. Mais c'est pire que ce que vous disiez, parce que la règle était que chaque fois qu'un nouveau roi était élu, on annulait toutes les dettes. Exactement. On pourrait faire ça tous les 5 ans. Michel Mais juste pour finir en disant, il faut pas croire qu'on arrivera à rendre la finance simple. C'est structurellement compliqué. Parce que si elle n'est pas structurellement compliquée, elle ne fait pas son travail. Elle ne financera pas les bons projets au bon endroit. Donc le problème, c'est pas de simplifier la finance, c'est de permettre aux individus de comprendre la complexité des risques qu'il y a dans la finance. Hein, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Michel Gabriziac. Je voudrais revenir à ce que disait Jean-Paul. Les deux individus font un accord, ne font pas d'accord, s'entendent, ne s'entendent pas. Il y a un type qui essaie de me bourrer le mou pour que je prenne son appartement. Très bien. Ça, ce n'est rien. Ce n'est pas le gros problème de la dette d'aujourd'hui. Il se trouve qu'un certain nombre de gentlemen et de ladies, surtout gentlemen, à la tête des États, se sont amusés à emprunter sans limite. On peut parler des 600 milliards de Sarko ou des 300 milliards de X, peu importe. Nous avons tous les États se sont endettés d'une manière phénoménale et sans aucune espèce de limite. La Grèce est un exemple extraordinaire. Deux petites images. C'est un pays où j'ai beaucoup travaillé avec la Fondation Finance. Je monte l'escalier d'un premier ministre qui s'appelait à l'époque Simakis. C'était quelques mois après l'adhésion de la Grèce au système de l'euro. Et descend un banquier très grand par la taille et très grand par l'argent et me dit « Formidable, I got a deal, nous allons mettre du crédit, tous les crédits à la disposition du gouvernement grec. » Je lui dis « Très bien, ils vont rembourser comment ?» Ça n'a pas d'importance, il est parti. Quelque temps plus tard, même endroit, le Premier ministre s'appelait Karamanlis, je monte l'escalier, descend un bonhomme un peu plus petit, européen, avec un léger accent allemand, qui me dit « Formidable, j'ai un deal avec le gouvernement grec. » Bon. Ces deux banquiers, comme d'autres, je ne cite personne, gavaient une oie. Mais quand vous gavez une oie, elle donne quelque chose, elle vous donne du foie gras. Ici, la Grèce n'a rien à vous donner. Alors, chacun des joueurs, je dis joueurs à dessein, depuis 10-12 ans, au sein de la zone euro, savait parfaitement ce qu'il faisait. On savait que la Grèce ne rembourserait pas, elle n'en était pas capable. Alors, on peut dire, en effet, M. Artus le dit parfaitement, qu'ils ont triché sur leur comptabilité. Oui,
et puis leurs propriétaires de navires se sont tous installés entre Genève et Lausanne sur le lac. D'accord. L'Église orthodoxe ne paie pas d'impôts. Mais tout ça, on le savait avant, n'est-ce pas? Il ne faut pas aujourd'hui dire que nous ne savions pas qu'il faut aider les Grecs. D'ailleurs, on essaie de les aider, on n'y arrive pas. Bref, les événements récents. J'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs votre avis là-dessus. Aujourd'hui, la dette des États, la dette publique, je prétends qu'on ne sait pas, au sens belge du mot, on ne sait pas la rembourser. Nous ne sommes pas capables de rendre l'argent que nous devons, que nous le devions aux banques, que nous le devions à des individus, au Fonds monétaire, c'est-à-dire à nous-mêmes. Bref, nous sommes entrés dans un système dans lequel nous avons prêté de l'argent, et nous ne pouvons pas le rembourser. Donc vous annoncez, c'est la deuxième fois que vous le faites, l'insolvabilité des États, au fond. C'est assez. Mais ils sont insolvables maintenant, c'est clair. Il y a des États. Oui, mais alors, qui est-ce qui veut répondre à cet aspect des choses? François Villeroy de Galhau. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec Michel Gabriel. Heureusement. Mais c'était fait pour. C'était une provocation. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a évidemment certains États qui ont une charge de la dette trop lourde. C'est le cas de la Grèce en Europe, et ça a été le cas de beaucoup de pays du Sud. Alors on a fait ce qu'on appelle des rééchelonnements de la dette, c'est-à-dire des étalements d'assurés. On a fait des annulations de dette en échange de programmes de réforme économique. Mais si je regarde les États de l'Europe de l'Ouest, dont le nôtre, si je regarde les États-Unis d'Amérique, et plus généralement, voilà, un certain nombre d'États développés, aujourd'hui, on le rappelait tout à l'heure, à 80-90% de dette par rapport à notre PIB, c'est-à-dire à la richesse produite chaque année. C'est beaucoup, c'est probablement trop, mais c'est remboursable. Ça n'est pas facile à rembourser. Hein. Alors, il y a des solutions d'hyper-facilité, ça serait de dire on s'arrête de rembourser, ça a énormément d'inconvénients. Pourquoi? Parce que, Jean-Paul le rappelait tout à l'heure, crédit, ça veut dire confiance. Et ça veut dire à ce moment-là que cette confiance, nous l'avons perdue pour des générations et des générations. Nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants ne retrouveront plus le crédit. Parce qu'aucun État, depuis quelques siècles, n'a fait faillite à l'échelle de l'Europe de l'Ouest. Et donc, il y a une solution de semi-facilité, c'est l'inflation. Ça revient à ruiner les épargnants, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et puis, il y a les solutions pénibles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est la réduction du déficit public par le relèvement des impôts, la diminution des dépenses. Ça suscite tous les débats que nous voyons autour de nous en France et en Europe. Mais il y a d'autres États avant nous qui ont réussi à le faire et qui sont sortis de niveaux de dette de ce type avec des politiques de redressement budgétaire. C'est souvent plutôt en dehors de la zone euro, c'est les États d'Europe du Nord ou c'est le Canada, pour citer deux exemples de pays qui ne sont pas si différents de nous. Ça n'est pas facile, mais c'est beaucoup mieux. Patrick Artus. Je suis un peu plus pessimiste que François parce que tous les pays qui ont réussi à sortir de situations de dette très élevées, il y en a, hein, le Canada, la Suède, même la Finlande, le Danemark, il y a plein d'exemples, sont quand même des pays qui l'ont fait parce qu'ils ont su avoir une dynamique de croissance. Avec de l'innovation, de l'éducation, des industries efficaces, et plutôt dans un environnement où le monde autour d'eux allait bien. Donc le gros problème que nous... Enfin, le problème de l'endettement, c'est que ça ne veut rien dire en soi. Le problème de l'endettement, ça dépend de ce que vous en faites, et de ce que votre trajectoire de revenus sera dans le futur. Donc le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que cet endettement n'a pas servi à financer des investissements qui génèrent de la croissance dans le futur, ça financer des dépenses courantes qui sont perdues au fur et à mesure qu'on les fait, et que les perspectives de croissance sont extrêmement faibles, justement parce qu'on n'a pas utilisé la dette publique pour fabriquer de l'innovation, du progrès technique. Quelle est la croissance que nous attendons dans la zone euro pour les 10 prochaines années? C'est peut-être au mieux 1% par an. Si c'était 3, les dettes ne poseraient strictement aucun problème. Il faut se rendre compte que 2 points d'écart de croissance pendant 10 ans, c'est gigantesque à l'arrivée comme effet sur la capacité à avoir de la dette. Donc moi, je suis plus inquiet que François. Et je pense qu'il va se poser une question. Et là, je suis très ennuyé parce que je suis un peu plus proche de vous, donc ça ne me plaît pas du tout comme idée, mais quand même, allons-y quand même comme ça. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus gentil. D'accord. Non, mais c'est pas ça. Je pense que quand même, dans beaucoup de cas, il va falloir se poser la question de savoir si on fait porter le poids
de la correction de la dette plutôt sur les prêteurs ou plutôt sur les emprunteurs? Et que cette question va se poser. Aujourd'hui, on a choisi pratiquement de faire poser, à part la Grèce, mais la Grèce est un cas très bizarre et particulier, puisqu'on a fait faillite sur une partie de la dette. Enfin, mais pour les autres pays, pour l'instant, le poids de l'ajustement pèse entièrement sur les emprunteurs. On demande aux citoyens, en Espagne, au Portugal, en Italie, etc., d'épargner plus, de consommer moins. Ils perdent leur emploi, leur salaire baisse. Et voilà. Et donc, quand même, il me semble, si on parle aussi ici, il y a de l'éthique, est-ce qu'il ne serait pas un peu éthique de partager plus équitablement le poids de l'ajustement entre les prêteurs et les emprunteurs? Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire des choses dramatiquement violentes. Ça veut dire, par exemple, comme ce qui se fait aux États-Unis et en Angleterre en ce moment, avoir de façon très régulière pendant très longtemps des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. C'est une façon de taxer progressivement les prêteurs de façon quand même pas trop violente et de façon à ce que ce ne soit pas que les emprunteurs qui aient le poids de la charge. On a parlé il y a un instant de la réduction de la dépense de l'État, mais la dépense de l'État, elle est liée pour une grande part à quelque chose d'extrêmement éthique, qui est la politique sociale. Moi, j'ai appris du temps où j'étais sur les bancs de l'université que le déficit de la sécurité sociale n'en était pas un, mais que c'était un instrument de politique économique. Ah ben, c'est exactement ce qu'on nous enseignait à Sciences Po. Vous auriez dû partir plus tôt. Vous auriez dû aller au Panthéon du bon côté. Ah, peut-être. Alors, aujourd'hui, cet État-providence peut-il dégrossir? Quand Villeroy de Gallo, François, parle de caritas in veritate, la caritas, c'est de dire la vérité et pas des blagues. C'est-à-dire que fondamental, parce que vous dites... Mais moi, je répète ce qu'on m'a enseigné. Oui, mais d'ailleurs, vous faites... mais vous avez entendu la même chose. Mais bien entendu. Ah bon. Merci de le dire. Mais tout ceci, ça fait partie d'une espèce d'illusion collective de l'irresponsabilité. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison que nous ayons des mécanismes de déficit permanent. Qu'il y ait des moments de déficit, mais la France vit en déficit budgétaire depuis 30 et quelques années. Le dernier excédent budgétaire, c'est le professeur Barre, et donc il n'a pas été réélu. Ça ne vous a pas échappé. Et donc, il a eu la sanction qu'il méritait. Et nous avons également sur les mécanismes de santé, sur les mécanismes, quelque chose qui ne tient pas alors qu'il n'y a aucune raison. Fondamentalement, par rapport à ce que disait Patrick, sur qui va rembourser? Ceux qui sont les jeunes et ceux qui ne sont pas nés. Donc il y a dans l'éthique, il y a dans le processus que nous vivons, un mécanisme dans lequel on fait des dettes pour des gens auxquels on n'a rien demandé, sauf de payer. Donc il y a quelque chose d'intergénérationnel fondamentalement insupportable dans l'éthique actuelle, dans la dette actuelle, fondamental de non-éthique. Et quand on dit on est à des ratios 90%, etc., etc., ça veut dire qu'en réalité, en français, les jeunes pourront tenir. Sauf si ils nous disent je m'en vais. Sauf si ils me disent je ne paierai pas vos retraites. Sauf si ils me disent je suis le chanteur préféré des Français, virgule, en Suisse, etc., etc. Ce qui prouve que les Français ont un sens incroyable par rapport à l'éthique. Bon, et donc, à un moment donné, il faut dire, voilà la vérité, nous avons endetté le pays sans vous demander, nous avons fait 68, nous avons libéré notre génération et on a pourri la vôtre. Voilà la vérité. Bon. Voilà la vérité. Et c'est une vérité compliquée. La conséquence en sera que nous allons effectivement avoir, comme disait Patrick, un taux d'intérêt qui soit inférieur au taux de croissance. C'est une façon élégante de dire que l'épargne future ne sera pas rémunérée. C'est ça. C'est aussi une façon de rééquilibrer l'intergénérationnel. Oui, bien entendu. Parce que c'est les vieux et les riches qui ont des taux d'intérêt plus faibles que les taux de croissance. La croissance est durablement pénalisée. Mais mon cher monsieur... L'économie de croissance, elle est... L'économie de croissance, on a 1% devant nous pour les 50 prochaines années, et avant-arrière, avec vent-arrière, 1, 2, 1, 3. Dans les derniers travaux... Là, il y a un flottement. Là. Non, les derniers travaux de l'OCDE nous donnent un 5, grosso modo. Non, mais pour l'Europe, on a un 5. C'est peut-être très honnête de dire ça, au fond. Non, mais c'est tout simplement, vous savez, vous
prenez la population, vous ajoutez la productivité, vous savez, c'est pas des calculs énormes. Hein. Bon, donc vous y arrivez à ça. Alors et ensuite, il avec reste 7 minutes, donc il va falloir qu'on et dans d'autres pays, vous aurez 3, 4, etc., 5, 6. Donc l'économie l'économie rebalance. Le problème que nous avons, effectivement, c'est que nous avons une croissance faible et nous avons beaucoup de dettes. C'est pour ça que nous devons reprofiler nos dépenses publiques, réorganiser, moderniser. Et tout à l'heure, quand Patrick parlait d'innovation, l'innovation privée, l'innovation publique, pour essayer de vivre de manière moderne. J'ai pas dit. Attendez, nous le devons. Nous le devons, mais c'est-à-dire, ça n'est pas une façon de vivre chichement. C'est une façon de vivre efficacement. C'est comme l'environnement. On nous dit qu'il va faire tellement chaud que tout ça va faire boum, mais on ne s'est pas arrêté. François Villeroy de Galhau. Je crois qu'il y a deux choses sur lesquelles on est d'accord. C'est qu'on a besoin du maximum de croissance, et sans se dire qu'on va l'obtenir par plus de dépenses publiques, parce que d'abord, si ça marchait, on le saurait depuis 30 ans, et parce que la vérité, c'est que ça passe par le développement de l'école, de l'apprentissage, la réforme du marché du travail, de l'investissement dans les technologies de pointe, etc. Bon. Et la deuxième chose sur laquelle on est d'accord, c'est que nous avons besoin de taux d'intérêt qui soient les plus bas possibles. Bon. Alors, le point de désaccord que je me permets d'évoquer par rapport à ce qu'a dit Patrick, mais il ne l'a pas tout à fait dit comme ça, donc je vais caricaturer, c'est qu'il ne faut pas croire que nous avons des solutions qui pourraient ne rembourser qu'une partie de notre dette ou laisser une partie du remboursement de la charge de la dette à la charge des prêteurs. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et notamment vis-à-vis de l'Europe du Sud, sur l'Italie et l'Espagne, pour prendre deux grands pays proches des nôtres. Dès qu'il y a le moindre doute, alors on peut dire que les prêteurs sont des gens peureux, frileux, peut-être, mais dès qu'il y a le moindre doute sur le fait que la totalité de la dette espagnole ou italienne sera remboursée, immédiatement, vous voyez les taux d'intérêt monter extrêmement vite, à 5, 6, 7%. On a même vu certains moments, alors qu'à l'autre bout, l'Allemagne, sur laquelle il n'y a aucun doute, emprunte aujourd'hui à 1%. Il y a bien les taux d'intérêt très bas. Donc je crois que c'est extrêmement important, et pas simplement par orthodoxie, souci des ratios, etc., mais qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que la France et les autres pays rembourseront leurs dettes, et en même temps, et c'est la meilleure façon d'avoir les taux d'intérêt bas, et en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne des mesures pour la croissance, et qu'elles ne sont pas faciles non plus. Mais il y a un chemin. Michel de Gabriel. Il y a un mot qu'aucun d'entre nous n'a prononcé jusqu'à présent. C'est le mot travail. Nous ne travaillons pas assez pour payer notre endettement et notre croissance. C'est banal, c'est stupide, c'est comme ça. Non, c'est vrai. Donc, alors, maintenant, nous ne travaillons pas assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, que M. Schröder, je ne veux pas faire de politique ici, que M. Schröder a révisé le système allemand de transfert d'argent sur tel ou tel poste à partir de l'entreprise en allégeant les frais de l'entreprise. Nous ne le faisons pas, ou d'une manière simulatoire. Ça vaut pour Sarkozy, ça vaut pour Hollande. Je ne fais pas de politique. Donc, il faut que le travail coûte moins cher, et deux, il faut que l'on se mette à travailler. Les TRT, les week-ends longs, les vacances, les trucs, c'est fini. Nous n'en avons plus le moyen. Lorsque je parcours, ça m'arrive, l'Inde ou la Chine, je veux dire, je vois des gens qui bossent comme des fous. Lorsque je parcours la France et que je vois dans les restaurants, dans les hôtels, des Sri Lankais, des Philippins, des Roumains, ils travaillent. Nous ne travaillons plus. Alors, Patrick Artus, il reste peu de temps à ce débat. Moi, c'est une tradition, je trouve, qui est excellente ici, c'est de finir avec des raisons d'espérer. Alors, sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, on a, je crois, bien largement évoqué les raisons de la crise. On a parlé de perspectives pour le moins atones de croissance pour les 50 années qui viennent, ce qui n'est pas très, très optimiste. Quelles sont vos raisons d'espérer sur ce sujet de l'assainissement du monde de la finance et du crédit ? Non, mais je crois d'abord qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits. Alors François l'a dit, c'est très difficile de faire une réglementation intelligente pour deux raisons. C'est que le régulateur a toujours envie d'empêcher que la dernière crise se reproduise, et la prochaine crise ne sera pas la dernière. Donc nous ne savons pas d'ailleurs ce que sera la prochaine crise, mais les régulations sont systématiquement des régulations de remords du régulateur pour ne pas avoir empêché la crise d'avant. Donc aujourd'hui, le régulateur, pas d'anticipation. Oui, il se dit qu'est-ce qui a mal marché, et donc corrigeons-le.
Mais ça peut aboutir à des choses absurdes dans la régulation de la finance. Par exemple, aujourd'hui, la régulation des intermédiaires financiers les pousse à ne plus financer les entreprises et à financer les États. Parce que la dernière crise est une crise des dettes privées. Évidemment, aujourd'hui, ça paraît totalement absurde de faire ça, mais pourtant, nous mettons en place en ce moment une régulation qui va bien dans ce sens-là, donc de pousser les intermédiaires financiers vers le financement exclusif des États, en considérant que ce n'est pas dangereux. Or, c'est devenu dangereux entre-temps. Vous voyez, donc première difficulté, régulation qui ne regarde pas vers l'avant, qui regarde vers l'arrière. Et puis deuxième difficulté, je le disais tout à l'heure, je crois que la finance... la prise de risque est totalement indispensable. Une banque qui ne prend pas de risque, elle ne sert à rien. Une banque qui ne transformerait pas de l'épargne à court terme en crédit à long terme, elle ne fait pas son travail. Et donc le rêve du régulateur, c'est finalement une banque qui n'a aucun risque de crise. Mais pour ça, qu'est-ce qu'elle fait, cette banque? Elle a des ressources qui correspondent exactement à l'utilisation des fonds qu'elle fait. Elle a des fonds propres absolument gigantesques et elle prête uniquement et essentiellement aux meilleurs États. Cette banque ne fera jamais défaut. Elle ne sert strictement à rien à l'économie. Donc, vous voyez, il faut quand même, il faut sortir... Enfin, je crois, le principe de précaution qu'on est en train de mettre en finance, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, je crois que la bonne piste, ce n'est pas le principe de précaution, c'est d'accepter qu'il y a des risques et ensuite de gérer ces risques de façon convenable. Et en particulier en économie, en finance, il y a quelque chose qui s'appelle l'aléa de moralité, qui consiste à dire que vous devez savoir que vous prenez des risques et vous ne devez pas penser que vous êtes assuré contre les risques que vous prenez par quelqu'un d'autre. Donc vous devez explicitement faire attention aux risques que vous prenez. Et je finis là-dessus, je pense que je diffère un peu de la dernière conclusion de François Villeret-Gallo, ce qui est de dire si aujourd'hui les gens qui ont prêté trop à des États en difficulté ou aux banques espagnoles en difficulté sont entièrement remboursés, vous générez un aléa de moralité. Ça donne une incitation à prêter à n'importe qui en sachant qu'on sera remboursé. Donc il est moral, un aléa de moralité, que les prêteurs imprévoyants perdent une partie de leurs prêts. Donc je ne pense pas qu'il faut rembourser intégralement les dettes. François Villeroy-de-Galhau, je vous laisse 30 secondes pour me dire si le banquier chrétien que vous êtes est optimiste dans son travail. Alors, 3 raisons d'espérer, si vous voulez bien. Oui. Des règles qui, effectivement, ont beaucoup progressé, même si elles ne suffiront jamais, sur la modération des rémunérations, on peut juger qu'elles sont encore trop élevées, sur la clarté des produits, sur leur surveillance. Deuxièmement, l'Allemagne. Voilà un pays qui est proche de nous, qui avait le même niveau de dette que nous il y a 10 ans, qui a su faire ce qu'il fallait pour régler son problème de dette, mettre tous les jeunes au travail, notamment par l'apprentissage, et qui a aujourd'hui une croissance meilleure. Et troisièmement, si vous voulez bien, c'est que moi je rencontre tous les jours, pas seulement dans mon établissement, quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui essayent de faire leur métier de financier de façon honnête et surtout les 2 pieds sur le terrain, parce que la finance, c'est pas une espèce de métier hors sol, spéculatif. Toutes ces caricatures dont, j'avoue, on souffre autant que vous, c'est un vrai métier de service et de relation. Voilà, moi j'y crois. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous regarder. Restez fidèles au Mardi des Bernardins. À très vite. Au revoir.